Nouveau rendez-vous de Club Sport Santé. Nous sommes tout heureux de vous accueillir sur notre plateau pour parler sport. Et que dire, nous évoquons le rugby avec cette discipline-là liée à la promotion du genre féminin à travers le projet RAES. On en parle avec un expert en la matière. Nous évoquons également le travail, sinon le métier noble du kinésithérapeute au sein des associations sportives, si vous voulez, de clubs sportifs. Là aussi, nous avons un expert également en la matière qui vient nous donner beaucoup plus d'éclaircissement. Et que dire de la finale de la Coupe de l'Indépendance. Nous parlons bien sûr football qui est attendu cet après-midi au stade de Kégué, entrée libre et gratuite. Ce sera un face-à-face entre deux clubs de première division, la SCK opposée à Gboloué sous des lacs. Voilà pour la thématique ou les thématiques du jour. Merci de nous recevoir chez vous, Club Sport Santé. Tout de suite, la première fenêtre et bienvenue à tous. Le premier sujet qui nous intéresse dans cette émission, il s'agit bien du rugby avec cette discipline-là qui allie à la fois la pratique et bien sûr le genre féminin. Pour en parler, nous avons sur ce plateau Ouro Koumoni Mahaouia. Bonjour DTN, bonjour monsieur. Bonjour Angelo. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Je rappelle que vous êtes le président de Terre en Mêlée Togo. Tout à fait. Une association qui allie à la fois le rugby, le sport, la discipline et également la jeunesse également. Oui, tout à fait. Notre association fait du rugby un levier de l'éducation et de l'épanouissement de la jeunesse. On reviendra tout à l'heure pour aller beaucoup plus en profondeur. Etchevi Tengue, bonjour et bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à tous les passionnés de cette émission. Un grand plaisir d'être encore une fois présent sur le plateau. Tout doucement, la petite forme elle est là, ça va mieux. Elle est là, on rend grâce à Dieu. Quand on est en bonne santé, c'est la plus grande richesse du monde. Donc quoi de plus beau quoi. Vous le dites si bien. Voilà. La santé, nous on va parler sport qui allie également la santé. On va parler justement de ce projet avec l'ONG RAES, Réseau africain pour l'épanouissement de la jeune fille à travers le sport et pour la santé. La dernière fois, vous étiez justement en atelier de restitution par rapport aux activités que vous avez menées avec votre fédération. Aujourd'hui, on allie le rugby et le genre féminin au niveau justement de votre discipline. En quoi cela est important pour vous au niveau justement de la fédé de rugby? C'est plutôt l'association Terre en Mêlée Togo, voilà. Justement. En effet, nous avons été lauréats du projet Aléoupe Africa, qui est un projet porté par l'ONG RAES. Donc, nous, en tant qu'association qui fait du rugby un levier d'éducation, il était question de proposer à nos publics bénéficiaires une pratique sportive, mais éducative. Donc, pour traiter des thématiques phares portées par le projet, notamment l'égalité filles-garçons, la promotion de la citoyenneté, la déconstruction des préjugés aussi, les violences basées sur le genre. Le rugby et le genre féminin, ouais. On va pas rester sur cette thématique-là. Sûrement que vous êtes parti d'un constat pour donner beaucoup plus de valeur à la jeune fille à travers la pratique du rugby. Oui. Disons que nous déployons, avant l'arrivée du projet Aléoupe, un programme d'éducation par le rugby donc à Sokodé, à Lomé et à Sokodé. Et à Sokodé, il était essentiellement question de travailler sur la cohésion sociale, le vivre ensemble, donc les valeurs qui permettent de promouvoir la paix. Et nous savons que la jeune fille fait partie d'une composante importante de la société. Et donc, on ne peut pas marginaliser la jeune fille ou écarter de la jeune fille de la pratique sportive, en ce sens où elle fait partie justement de la jeunesse active. Donc notre projet avait pour objectif de promouvoir la participation féminine. Et pour ce faire, il fallait que nous puissions capaciter les enseignants et les éducateurs pour qu'ils puissent proposer ce cadre vertueux qui favorise l'inclusion des jeunes filles dans l'activité sportive et aussi leur plein épanouissement. Au niveau du genre féminin, vous êtes convaincu qu'il y a du potentiel sans être discriminant? Tout à fait. Vous voyez à l'école aujourd'hui, le constat est que nous avons dans la plupart des écoles plus de 50% d'élèves qui sont des filles. Et c'est très visible à l'école primaire, au collège aussi. Et donc toute cette partie-là de la jeunesse
ne peut pas rester en marge des activités physiques et sportives, étant donné tout le bien et le bénéfice que l'activité physique et sportive apporte à la santé, apporte aussi à l'épanouissement, apporte à la capacité cognitive, même apporte aussi aux aspects liés à la connaissance de l'autre, donc tout ce qui est social. Donc le sport est un vecteur comment dire, de développement cognitif, d'intégration, d'acceptation de l'autre. d'acceptation de l'autre. Donc, si nous voulons que notre chère nation soit prospère et qu'elle puisse s'inscrire vraiment dans le développement, il faudrait qu'on trouve un moyen de rendre effective la participation des filles aux activités physiques et sportives. Avant de parler d'une autre thématique, mon cher Etchevi, c'est un thème, sinon quelque chose dont on ne parle pas très souvent, de donner la place également à la jeune fille à travers la pratique du sport. Le petit exemple, lorsqu'on était tous encore tout petits, papa, quand il rentre à la maison, il donne un ballon de foot au garçon et demande à la jeune fille d'aller rester en cuisine. Et c'est resté très longtemps, jusqu'à aujourd'hui même, dans certaines communautés, sinon dans certaines zones rurales. Sur cette thématique-là que prône Terre Amélé Togo, quel est votre regard là-dessus? D'abord, permettez-moi de féliciter l'ONG Terre Amélé Togo qui, de par le passé, nous ont montré également qu'ils ont cette envie d'apporter un plus au développement du sport au Togo, en particulier le rugby. Ça fait un bout de temps, on n'a plus entendu parler d'eux en tant que tel. Bon, ça fait partie également du fonctionnement d'une ONG. Aujourd'hui, associer la gente féminine pour le sport, en particulier le rugby, je crois que c'est une bonne chose. Vous aviez fait cas tout à l'heure de notre enfance où parfois à la maison les papas privilégient beaucoup plus les garçons parce qu'on se dit que voilà, c'est l'homme de la maison. Quand nous avons cette discrimination entre guillemets, ça fait que voilà, pour permettre à la jeune fille d'aller pratiquer tel sport, il y a quand même des réticences. Aujourd'hui, les temps ont révolu et le sport, avec la modernisation, tout a changé. Les gens ont tendance à croire que voilà, la gente féminine, la fille, ou bien la jeune fille, peut également apporter ou bien faire ce que le garçon peut faire. Donc, s'il y a une association qui va dans ce sens-là, on ne peut que les encourager, les féliciter. Les féliciter dans quel sens? C'est parce que eux, ils ont pris en compte, ils ont pris conscience, j'allais dire, oui, que voilà, en mettant au devant de la scène la jeune fille, le Togo, notre cher pays, peut aller de l'avant. Parce qu'on a toujours ce côté comme quoi c'est les garçons, mais au bout, il n'y a rien comme résultat. Et pourtant, c'est les jeunes filles qui, parfois, dans cet air sport, arrivent à relever ce défi-là. Donc, moi, je m'en vais tout simplement les encourager à continuer, si ce n'est tout simplement essayer de décentraliser cela. Parce que quand on parle du rugby au Togo, c'est pas encore ça. D'accord. Ça reste également un autre thème en ce qui concerne le développement, sinon la promotion de cette discipline. On va rester toujours dans ce jumelage-là en parlant rugby et puis le genre féminin. Les impacts, parce qu'après tout, il n'y a pas que Lomé qui est concerné souvent. Vous avez tout à l'heure cité la grande ville, sinon le grand Tchaoudjo, Sokodé et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, avec votre regard de président, d'acteur sur le terrain avec votre équipe, l'impact ou les impacts, racontez-nous comment aujourd'hui il y a quand même ce brisement des codes et des barrières à l'intérieur du pays. Nous agissons à tous les niveaux parce que il y a les conventions sociales comme quoi la fille ne fait pas le sport, elle devait être à la cuisine, mais aujourd'hui c'est des choses qui sont dépassées, c'est des frontières qui sont brisées, toutes ces croyances limitantes là, on arrive à les sauter, à les dépasser parce que les filles ont prouvé à suffisance, ou même certaines de nos mamans, qui aujourd'hui ne sont plus des jeunes filles, ont prouvé à suffisance que les femmes sont capables de faire le sport. Et cette croyance, elle est due à l'histoire, à nos coutumes, à nos croyances, à nos réalités. Parfois, c'est des pesanteurs religieux aussi. Mais aujourd'hui, on les dépasse et ça passe par d'abord former les acteurs, donc former les enseignants, les éducateurs, les enseignants d'EPS, ceux qui encadrent les jeunes, pour que tous les jeunes qui viennent, filles comme garçons, puissent avoir leur place. Pour qu'ils puissent créer un cadre sécurisé sur l'aspect physique et aussi sur l'aspect, on va dire, émotionnel. Si
vous savez encourager les pratiquants filles comme garçons, vous êtes sûr que vous aurez tout le temps des enfants qui viendront pratiquer. Ensuite, sensibiliser les parents. Donc, c'est sur ces leviers-là que nous jouons. Nous sensibilisons les parents. À l'école, on part à l'école, les responsables d'établissement sont convaincus. Ils n'ont pas assez d'outils, donc il faut les former, accompagner les enseignants, les éducateurs. Ensuite, poursuivre la sensibilisation aux parents. Et quand on organise les grands événements, inviter les parents, parler à la radio. Vous leur donnez la parole aux parents sur le site, si. à travers vos activités? Si, on invite les parents, ils regardent, on leur donne la parole, ils donnent leur point de vue. On invite aussi les dignitaires religieux. Oui, les chefs coutumiers qui prennent part aux événements, qui voient effectivement que la jeune fille n'a rien à envier aux jeunes garçons. On n'est pas ici en train de mettre en concurrence la fille et le garçon. Pas du tout. On est en train de dire que la fille et le garçon sont des voisins du monde. Et la fille également a un rôle à jouer. Elle a un rôle à jouer. Et les jeunes garçons aujourd'hui, en jouant avec les filles dès le bas âge, apprennent à reconnaître la place de la fille et à la respecter. Oui. Et la fille aussi prend confiance en elle, elle se découvre des capacités qui lui sont liées, mais aujourd'hui elle se rend compte effectivement que moi en tant que fille, je joue au rugby. Et du coup, vous voyez, quand les filles, elles commencent à l'école primaire, donc à l'école primaire, jusqu'en classe de 12, 13, 14 ans, 15 ans, ils jouent ensemble. Donc à partir de 16 ans, là, on va séparer la pratique en mixité, mais sinon, avant, c'est en mixité. Donc, les filles développent des compétences, les jeunes filles développent des compétences qui sont pareilles que tous les autres. Et du coup, quand elles jouent, tu ne vois pas qu'elle donne l'impression qu'elle n'est pas à sa place. Et le garçon, quand il joue contre la fille, tu vois qu'il n'est pas dans le complexe de supériorité ou quoi que ce soit, c'est une partenaire. C'est une partenaire de jeu. Ou c'est une adversaire, donc c'est une partenaire de jeu. Donc, je pense que les impacts, c'est ça. Il faudrait arriver à déconstruire avec la manière douce. Oui, sans balayer du revers de la main tout ce qui a été dit. Exactement. Il faut juste montrer l'exemple qu'on peut procéder autrement. En mettant un cadre, en formant aussi les éducateurs et les coachs, mais aussi en adaptant aussi les règles. Oui. Vous voyez, le rugby, c'est un sport de contact et tout. Et nous, la pratique qu'on propose à l'école, on l'appelle la balle ovale. C'est un rugby sans contact. Il y a du contact, mais le contact est très modifié. Et le contact est modifié à telle enseigne que même le petit garçon qui a peur, qui a des problèmes affectifs, et lui, il ne va pas avoir peur d'aller jouer parce qu'il sait que bon, quand je vais, on ne va pas me plaquer comme ce qu'on voit à la télé. Donc les enfants, ils sont jeunes, progressivement, ils apprennent, il y a des compétences qu'ils vont intégrer, techniques et aussi éducatives sur le plan valeur. Et quand ils auront l'âge qu'il faut, les entraînements peuvent changer. Là-bas, on va les capaciser davantage à être physiques, avec de l'impact. Mais pour le moment, ils ont juste besoin de travailler leur motricité, leur appréhension avec les autres, leur appréhension même avec la balle, le sol, et en même temps, tous les bienfaits éducatifs que la pratique sportive peut les apporter. Voilà, on va continuer toujours cette discussion très très intéressante quand il s'agit de faire la promotion du genre féminin à travers le sport et plus précisément le rugby. Oromo Koumoni Maraoui a sorti tout à l'heure un mot que j'ai noté sur ma petite fiche, l'aspect confiance en soi. Aujourd'hui, dans notre pays, on a par exemple Madame le ministre qui est une dame. Il y a également d'autres postes clés au niveau du gouvernement où on a des dames. L'aspect confiance en soi, ça aussi, c'est très important pour l'épanouissement de la jeune fille, capable de prendre la parole, capable d'être leader, capable d'être au devant de la scène, capable également d'être intégrée au sein de la société. Oui, tout part de l'éducation que nous recevons au niveau des parents, qui ont cette obligation-là de nous mettre en confiance d'abord en partant de la maison, y compris les éducateurs au niveau des écoles. Monsieur a fait cas tout à l'heure de la formation au niveau de ces éducateurs-là. S'il n'y a pas vraiment cette inculcation au niveau de l'éducation par rapport à ces formateurs, je ne crois pas que la transmission peut passer. C'est une chaîne. C'est une chaîne. Quand on parle de la confiance d'abord, c'est de dire que voilà, je suis un garçon, je suis une fille, je suis capable d'arriver, de faire telle chose. Vous sortez bien le mot, je suis capable. Voilà, la confiance de soi-même. On n'a plus peur de regard des autres. Pas du tout, c'est d'avoir une motivation personnelle et se dire que voilà, nous sommes en équipe. De par cette confiance-là, je peux essayer quand même d'accompagner mon équipe. Et tout compte fait, quand vous n'avez pas l'éducation possible au niveau de cette confiance-là, ça englobe tout, mais ça va être très très compliqué. Mais quand on les accompagne, on les suit, je crois que ça peut marcher. Et il faut les moyens pour. Ce que vous dites est assez intéressant. Vous voulez réagir? Oui, le point de départ, c'est l'éducation genrée. À la maison,
on a tendance à dire, les filles, vous allez faire ça, les garçons, vous allez faire ça. Et même à l'école, moi, je me rappelle bien que quand on allait faire les travaux manuels, Oui. On demande aux garçons d'apporter des houes, des pioches, et on demande aux filles d'apporter des balais, des bassines. Exactement. Donc, cette éducation genrée, en même temps, nous met dans la tête des limites. Ça, c'est ceux-là qui peuvent le faire. Il faut corriger ça. Il faut corriger ça. Les croyances limitantes, il faut déconstruire ça. Donc ça, c'est les garçons qui doivent le faire. Ça, c'est les filles qui doivent le faire. Certes, nous avons nos coutumes, notre culture où, dans la famille, il y a le rôle du père, le rôle de la mère qui maintient l'équilibre donc social et tout. On ne demande pas de le bouleverser. Mais je pense que les jeunes, quand on a les enfants, depuis la maison, il faut faire en sorte que les jeunes filles et les garçons comprennent que je peux tout faire. D'accord. Et qu'il n'y a pas que ça pour un tel, il n'y a pas que ça pour un tel. Ensuite, qu'au niveau des cadres, donc des enseignants, de ceux qui sont, en tout cas, les responsables des centres d'éducation populaire, aussi intègrent cette notion-là, qui ne demande pas aux filles de balayer. Dans certaines écoles, moi j'ai constaté qu'il n'y a que les filles qui balayent, les garçons ne balayent pas à la classe. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc il faut attirer l'attention des enseignants pour leur faire comprendre que non. Parce qu'un jeune garçon, s'il balaye, ben, il ne va pas couler le sang. Pas du tout. Donc, je pense que c'est des petites choses comme ça qu'il faut déconstruire dans un premier temps et ensuite donner des outils nécessaires aux éducateurs pour qu'ils puissent aussi intégrer dans leur encadrement cette notion d'égalité, de la prise en compte du genre dans tout ce qu'ils proposent. Si tu as des jeunes filles, je sais pas, adolescentes qui ont 15-16 ans, Oui. et on sait qu'à partir de 15-16 ans, il y a des jeunes filles qui sont en menstruation et tout, et que tu encadres une équipe comme ça, il faut que tu penses, ah bon, si elle doit venir s'entraîner et qu'elle est en menstruation, quelles sont les mesures qu'il faut prendre? Il faut penser à leurs Il conditions. faut penser aussi à leur bien-être, au confort qui leur permet Absolument. de tout le temps être à l'entraînement, Oui. comme les jeunes garçons, Oui. de ne pas s'absenter, parce qu'elles savent que si elles viennent, il y a un cadre où elles peuvent se changer, elles peuvent s'y faire. Mais si vous ne pensez pas à ça, c'est que les filles, quand elles sont en menstruation, elles ne viendront pas s'entraîner. Et si demain tu lui demandes, elle dira j'étais malade, elle aura même honte de te le dire. Donc c'est pour ça que nous, dans nos séances, il y a même des thématiques, on aborde même les thématiques de règles, de menstruation. Reproduction sexuelle et tout. Voilà, santé sexuelle. Oui. Et pour que les jeunes garçons aussi comprennent qu'une jeune fille en menstruation, c'est pas un drame, quoi. Pas du tout. C'est pas une malédiction. Et que la jeune fille comprenne qu'une jeune fille en menstruation, c'est pas une honte. C'est pas une honte, c'est naturel. Naturel. Donc si ils sont éduqués, après, quand vous lancez le débat, et que vous savez vraiment mener le débat, vous comprenez qu'ils découvrent, ça les passionne, ils comprennent, ils acceptent, et au final, vous avez des gens, des alliés qui vont vous accompagner dans cette lutte-là. C'est vraiment... Elles deviennent responsables. Voilà. Et aussi impliquer davantage des enseignantes femmes, des jeunes filles qui se distinguent un peu, les accompagner à devenir éducatrices, parce que quand une jeune fille est devant et qu'elle parle, ben, toutes les filles qui sont dans le groupe, elles prennent la confiance. Absolument. Elles deviennent une référence. C'est pour ça, dans le cadre du projet Aléou, Oui. on avait des doc-séries que le projet avait réalisé lors Exact. d'un campus qu'ils ont organisé avec des jeunes. Et dans les vidéos, on voit des jeunes filles qui parlent de leur histoire, qui font le basket, qui parlent de leur histoire. Et c'était des histoires très inspirantes. Et donc, dans les séances, on les fait vivre des situations. Après, on va en salle, on fait des projections, on les montre les témoignages. Et ça lance, ça libère. Ça libère les jeunes filles et aussi les jeunes garçons. Et tu vois, dans les débats, tout le monde prend la parole, donne son point de vue, défend son point de vue, et c'est passionnant. Et une fois que la parole est libérée, ça part du terrain, mais ça va continuer chez eux à la maison, dans leur communauté. Et c'est comme ça qu'on peut essayer les changements. Ah, voilà. En tout cas, ça reste un grand projet, hein, et surtout à long terme. Mais il faut commencer par des petites zones, tout doucement, et arriver à donner du relief à tout ceci. Et il y a également dans la pratique du rugby avec le genre féminin, ce qu'on appelle les pratiques et valeurs socio-éducatives, parce que le genre féminin aujourd'hui, les jeunes filles, à travers justement la pratique sur le terrain et dans les ateliers, acquièrent des valeurs sociales comme le fair play, l'acceptation de l'autre, la confiance en soi. Ça aussi, ce sont des choses qui vous réjouissent lorsque vous travaillez avec la jeune fille. Oui, ça fait partie intégrante de notre approche. Notre démarche consiste à utiliser des situations pédagogiques, donc de jeu, pour faire émerger des valeurs. Et ensuite, on en débat. Et les jeunes filles, comme les jeunes garçons, quand ils vivent la situation et après qu'on débat,
et que on n'oriente pas, on genre pas, comment dirais-je, on n'oriente pas la parole et que la parole est libre, Oui. chacun s'exprime. Et parfois, on apprend des pratiquants qu'il y a même des choses sur lesquelles nous on mise qui ne sont pas adaptées. Parce qu'on ne vient pas avec, comment dirais-je, une vérité absolue. Oui. On vient avec des process qu'on teste D'accord. sur des gens et on laisse réagir. Et on comprend qu'effectivement, il faut donner la parole et les gens, les retours que vous allez recevoir des gens vont vous permettre d'améliorer votre approche. Comment vous arrivez à gérer leur timidité et surtout les jeunes filles? Bon, nous avons des jeux très, très ludiques D'accord. qui permettent de briser la glace. Ah oui, intéressant. Au début, on se rend compte quand même qu'il y a aussi des filles qui ont du mal à jouer avec les garçons. Elles ne veulent pas jouer avec les garçons parce qu'on ne leur a pas appris à faire ça. Oui. Une jeune fille qui joue avec les garçons, on va la taxer de je ne sais quoi. Une jeune fille qui joue avec les garçons, Oui. on va la taxer de je ne sais quoi. Donc, quand on vient dans une école, un petit exemple, tu donnes un ballon, la balle d'expression. C'est la balle quand tu te présentes à un jeune garçon, il finit de se présenter, il donne à un autre jeune garçon. Ah voilà. Et ainsi de suite. Systématiquement. Systématiquement. Tu donnes à une jeune fille, c'est pareil. Ah ouais. Ok, Ah ouais. donc ça c'est un constat. On dit rien, on dit pas à la fille, donne au garçon, pourquoi tu donnes pas au garçon? On ne dit rien du tout. Non. Maintenant, l'éducateur met en place un petit jeu pour créer une dynamique de groupe. Voilà. Et là, ils se rendent dedans, ils jouent, machin. Et à la fin, on va maintenant poser la question si c'est ce qui s'est passé. Déjà sur le jeu, est-ce que vous avez aimé? Certainement, ils vont aimer parce que c'est ludique, c'est pas contraignant. Ensuite, on les fait remarquer quelques situations clés que nous, on a identifiées dans le jeu. Est-ce que pour réussir, on a joué entre que les filles ou entre que les garçons? Ils vont te dire non, on est ensemble, on joue ensemble et tout, et tout, et tout. Donc, le partenaire qui est garçon ou qui est fille, pendant l'action où c'est plaisant, on ne pense pas à ça. Pas du tout. Et à la fin, on pose la question. Si ça a été, si vous avez aimé et que ça a réussi, comment vous avez fait? Ils vont vous dire, et vous, là, vous pouvez retourner sur la situation Oui. initiale que vous avez Initial, observée exactement. et leur dire, voilà le film actuel et voilà le film qu'on avait observé. D'après vous, qu'est-ce qui a favorisé ça? Et c'est eux-mêmes qui vous disent. Il y a des garçons qui vont dire, mais je ne savais pas qu'une fille pouvait jouer comme ça, une fille pouvait me dribbler, une fille pouvait m'arrêter. Et les filles vont te dire aussi que, bon, moi aussi, je ne savais pas que je pouvais faire ça, je pouvais faire ça. Et tout de suite, ces croyances-là commencent par se déconstruire. Et donc, Oui. c'est comme ça que nous pensons que les valeurs qu'on intègre dans les séances sont vécues d'abord. Donc, il y a l'expérience. Oui. Et ensuite, petit à petit, je pense qu'ils vont les incarner. Ça va prendre du temps parce qu'on parle de la transformation et c'est pas juste sur un coup de baguette magique. Mais quand même, on voit des évolutions, des améliorations. Des parents qui acceptent que les jeunes filles aillent faire le rugby. Oui. À Soukodé, les parents qui acceptent que les jeunes filles aillent faire le rugby, qui viennent regarder les enfants jouer au rugby, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. On Donc, nous rappelle pensons que qu'il y a des changements. C'est une zone, entre guillemets, hostile, hein, en tout cas de voir une jeune fille porter, par exemple, la culotte et pratiquer du sport en milieu, entre guillemets, musulman. Ce n'est pas du tout facile à accepter, mais aujourd'hui, tout doucement, les lignes bougent. Oui, les lignes bougent. Quand ils viennent à l'entraînement, en venant, là, je ne parle pas de l'école. L'école, c'est une institution républicaine, tout se passe bien, Oui. presque tout se passe bien. Mais à l'école de rugby, dans les clubs civils, ils viennent en temps extrascolaire. Voilà. Et du coup, tu vois les jeunes garçons ou les jeunes filles qui vont passer chez l'autre garçon ou chez l'autre fille pour cheminer ensemble. Quand ils finissent, ils font pareil vers le chemin inverse. C'est des choses que tu ne pouvais pas voir avant. Ah bon, Parce que quand un parent voit une fille, sa fille en train de marcher Oh là, dans la rue avec les attention, garçons, danger. mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'es pas à la maison en train de faire ça? Et la maman sera interpellée. Et tu vois, donc aujourd'hui, tu peux envoyer un jeune garçon d'aller convoquer la fille ou d'informer le parent de la fille. Oui. Et aujourd'hui, ça se passe bien. À travers la pratique À du travers sport. la pratique du sport. Parce qu'il faut déconstruire les croyances. Très tout ce qu'on important. pense. Et le plus important, il faut que les éducateurs, Oui. filles comme garçons, Oui. soient formés sur qu'ils incarnent ces valeurs-là. Très important. Sur l'aspect éthique, responsabilité. Si j'encadre les jeunes, Oui. jeunes filles ou même jeunes garçons, je dois les considérer comme des athlètes, pas des potentiels copines ou quoi que ce Voilà. soit. Parce que quand tu es devant une fille que tu entraînes, tu as quand même une position qui fait qu'elle est facilement manipulable. D'accord. Et donc, si l'éducateur ne prend pas de hauteur, n'est pas responsable, Oui. il va penser qu'il a devant lui une opportunité, il a devant lui
une proie. Et ça, facile. c'est dangereux. Et ça, c'est dangereux. Et c'est ça, justement, qui inquiète beaucoup de parents. Et à partir du moment où vous travaillez sur ça, à chaque fois dans les formations, on fait des formations, avant de faire des formations techniques, il faut faire des formations sur toutes ces compétences de vie-là, que les éducateurs les intègrent. Une fois qu'ils sont intégrés, ils sont plus responsables. Quand ils sont plus responsables, ils savent que je suis un homme, j'ai mes pulsions, oui, mais je ne dois pas aller vers ici, vers ici. Une fois que c'est fait, moi je pense que la confiance peut s'installer entre les parents, même les enfants entre eux. Les jeunes filles, elles peuvent jouer avec l'éducateur ou son camarade garçon, le toucher comme nous entre garçons. Exactement. Ça ne doit pas être interprété comme des avances. Voilà. Mais il faudrait que les éducateurs soient outillés sur ça. Une fois qu'ils sont outillés, ils se rendent compte qu'effectivement, ces des filles, elles sont des humains, et elles doivent aussi s'exprimer comme elles veulent. Si elle veut te faire un geste affectif en tant qu'humain, un clap dans le dos ou machin, ça ne doit pas être interprété comme des avances. Exactement. Voilà, donc c'est ça qui doit se faire aussi pour créer ce cadre sécurisé, pour promouvoir la pratique du sport chez les filles. Ça reste un autre défi, hein. C'est une des difficultés justement dans le domaine, mais tout doucement. En tout cas, il faut être beaucoup plus responsable pour arriver à gérer toutes ces situations qui peuvent arriver. Avant de laisser partir Orokomoni Maraouia, un petit mot sur la responsabilité des éducateurs. Oui, la responsabilité des éducateurs, c'est eux qui font les athlètes. Sans eux, les athlètes n'existent plus. Une question également de sacerdoce, hein. Bien sûr. Et de sacrifice. Donc, il faudrait juste que les moyens soient là, ce qui a été toujours des difficultés pour notre cher dans tous les sports, Togo, dans tous les sports malheureusement. Mais avec le Niger mêlé en Togo, ils ont quand même essayé de mettre le paquet avec le maximum pour quand même satisfaire ces jeunes filles-là. Moi, je vais tout simplement leur dire beaucoup de courage. Ils ont commencé à Lomé, maintenant c'est à l'intérieur du pays. Il faudrait que ça soit dans toutes les villes possibles pour que les sachent que le rugby peut être pratiqué également par les femmes. Aujourd'hui, presque tous les sports sont pratiqués par la gente féminine, donc pourquoi pas le rugby? Et force à vous, quoi. Vous le dites bien, même en boxe, hein, on retrouve des dames, même en MMA, tout ce que vous voulez, en rugby également. Il y a des dames qui pratiquent cette discipline. Orokomoni Maraouia, vous êtes le patron de terrain en Mêlée Togo. Un mot pour conclure avant de vous laisser vaquer à d'autres occupations. Déjà, merci pour vous pour l'invitation. Et c'est l'occasion pour nous de réitérer nos remerciements à l'ONG RAES, exactement. Et son partenaire l'AFD, qui nous ont, à travers le projet Aléo, donné cette opportunité d'essayer notre approche, parce que nous, on cherche les opportunités pour contribuer aussi au développement. Nous sommes des acteurs de la société civile, nous ne sommes pas l'État, et donc en fonction des moyens qu'on a, on peut aller ici et là. Aujourd'hui, nous déployons notre programme à Lomé, à Sokodé, nous avons près de, on va dire, 7000 bénéficiaires directs en temps scolaire et en temps extrascolaire. Nous souhaitons pouvoir aller au-delà. Nous avons près de 72 éducateurs et enseignants de PS formés, enseignants du primaire formés qui sont dans les écoles. Et tout ça, c'est grâce au soutien financier des partenaires. Et donc, sans ça, on ne peut rien faire. Donc, nous exhortons, si vous permettez que je les cite un peu. Là, vous êtes obligé de passer à la comptabilité. En tout cas, ceux qui nous soutiennent, nous, ici, l'ambassade de France, l'AFD, il y a aussi la Société Générale, Togo, la Fondation Société Générale, et nos partenaires techniques aussi opérationnels, le ministère de l'Éducation, le ministère des Sports, la Fédération togolaise de rugby. Exact. À continuer leur effort pour nous accompagner. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir mailler tout le Togo. Exactement. Pour que tous les enseignants et éducateurs soient formés à une approche qui permet de favoriser l'inclusion de la jeune fille par le sport. Et une fois que c'est fait, je pense que on verra un Togo différent. C'est sur cet aspect, il y a des efforts à faire, mais sinon, ça ne nous gêne pas d'avoir Premier ministre femme, président de l'Assemblée femme, pas du tout. ministre des Sports femmes. Il faut que les dames là aussi, que j'encourage beaucoup, continuent leurs efforts pour continuer à aider le développement de la pratique des filles dans toutes les disciplines. Voilà.
Merci beaucoup d'être passé. On se dit à bientôt pour d'autres thématiques. En parlant sport, je rappelle que vous avez été longtemps également directeur technique national de la Fédération togolaise de rugby. Encore beaucoup de courage à vous et beaucoup de bons projets pour la gente féminine. On se retrouvera très très bientôt. Merci beaucoup. On va continuer de parler sport dans notre émission. Ce sera dans quelques instants le temps de retrouver notre expert au niveau de la médecine sportive, juste derrière la réclame. Nous sommes de retour dans Club Sport Santé pour aborder une autre thématique. Il s'agit bien du métier très intéressant du kinésithérapeute. Oui, nous sommes avec Chani Biao Wadou. Bonjour, bonjour. Bonjour Angelo. Comment vous allez? Je vais bien. Ça fait plaisir d'être avec vous, de parler bien sûr de la médecine sportive. Merci. Vous êtes expert en la matière, vous êtes kinésithérapeute, diplômé de la FIFA. Je rappelle, vous êtes également le kinésithérapeute principal des éperviers U20. Alors, ça vous dit quelque chose déjà la kinésithérapie? Oui, c'est ceux-là qui maîtrisent bien ce domaine de la santé des joueurs où à chaque fois qu'ils sont blessés ou bien qu'ils ont des bobos qui viennent à leurs cheveux pour les soulager, que ce soit sur la pelouse ou en dehors. Donc, on les appelle souvent les kinés. Pour faire simple. Pour faire simple. C'est pas un boulot facile. Pas du tout. Alors justement, Chani, on est avec vous pour comprendre beaucoup plus votre travail que l'on observe très souvent. La première question est de savoir d'abord, c'est quoi la définition du kinésithérapeute en milieu sportif? La kinésithérapie en milieu sportif, c'est une branche paramédicale qui est dédiée aux sportifs, qu'ils soient amateurs, professionnels ou occasionnels. De façon simple, Merci. De façon simple. Et aujourd'hui, si on veut aller un peu plus en profondeur, on veut savoir le rôle ou les rôles dédiés justement au kiné dans un club ou dans une association sportive. Les kinésithérapeutes dans une association sportive, ou je dire la kinésithérapie et le sport, sont des choses indissociables. Et le kinésithérapeute, dans le sport, a un rôle prépondérant, que ce soit avant, pendant ou après l'activité physique. Le kinésithérapeute a le devoir de mener les exercices pour optimiser la performance du sportif, pour maintenir le sportif pour maintenir l'endurance. Et le kinésithérapeute également a le rôle avec un club ou une association sportive. Le kinésithérapeute doit jouer le rôle de la prévention ou le rôle de la réduction des risques des blessures liées au sport. Et il doit aussi prendre en charge le sportif lorsqu'il est blessé de façon adéquate, afin qu'il puisse revenir en forme pour reprendre son activité. Et dans ce cas précis, nous ne parlons pas seulement de joueurs, nous parlons d'athlètes, nous parlons de sportifs, parce que c'est très important. Beaucoup pensent tout de suite, quand on parle de kiné, il faut tout de suite penser au football, mais non, il y a... Oui, mais je vous vois sourire. C'est vous l'expert. Donnez-nous plus d'explications. Les kinésithérapeutes travaillent avec tous les sportifs. Et je dis que le kinésithérapeute, dans son rôle, doit veiller au bien-être du sportif. Je disais avant, parce qu'il doit les suivre à l'entraînement. Il doit connaître le profil de son athlète. Il doit connaître les aptitudes du joueur. Il doit également connaître son état actuel. Est-ce qu'il est revenu d'une blessure?
est-ce qu'il veut reprendre une activité ou bien il veut commencer. C'est-à-dire, il n'est pas sportif, il veut maintenant commencer. Le kinésithérapeute doit le connaître et voir quels sont les gestes qu'il doit lui montrer pour qu'il puisse mieux commencer, pour réduire au maximum les blessures. En fait, le rôle du kinésithérapeute, en somme, c'est de réduire les risques des blessures liées au sport. C'est pourquoi il doit le prendre aux entraînements, il doit avoir un œil professionnel à l'entraînement, ou bien lors de son activité, il doit avoir un œil professionnel le suivant, afin que afin qu'il puisse réduire au maximum les risques de blessures. Il doit les suivre pour optimiser, augmenter ses performances et l'endurance de l'athlète ou du sportif. Dans un club ou dans une association où on ne donne pas la place au kiné, visiblement, là, c'est grave. Mais ce sont des choses qui font partie de nos réalités, Tchani. Vraiment, c'est ce que nous vivons ici au Togo. Le rôle du kinésithérapeute est relégué au second plan. On trouve que ce n'est pas nécessaire. Pas du tout, c'est ce qu'on pense. Oui. On pense que le rôle du kiné, ce n'est pas nécessaire. Or, c'est lui qui doit être. Il doit avoir une place importante dans le suivi des joueurs ou bien dans le suivi des sportifs ou des athlètes, j'allais dire. Et malheureusement au Togo, la kinésithérapie n'a pas sa place dans le sport. Tchani, est-ce que c'est l'ignorance ou bien on ne veut pas dépenser ou donner de la valeur justement à ce travail-là qui est si précieux dans la vie des athlètes? L'ignorance, oui. D'une part, mais d'autre part, on va aussi parler du manque de moyens. Puisque le sportif lui-même, le sportif lui-même, il faut le voir, une fois blessé, il ne sait pas à qui se confier. Voilà. Peut-être il ira chez quelqu'un, on va poser des gestes qui vont compliquer la blessure. Il va prendre des produits qui ne sont pas adéquats. Il va compliquer la blessure, mais jusqu'à ce que le patient ne vous arrive, c'est déjà tard. Et les premiers gestes que les gens posent compromettent vraiment la carrière de nos athlètes. Pour une entorse qu'il faut juste immobiliser pour 2 semaines et faire la rééducation afin que celle-ci ne revienne. Parce qu'on me dit je suis kiné, il faut aller masser. Erreur. Une grosse erreur. On ne masse pas une entorse. Ah oui, merci de répéter ça. On ne masse pas du tout une entorse. Pas du tout. On ne masse pas. Il faut juste mettre l'articulation au repos avec une immobilisation. 2 semaines après, on fait l'ablation de l'immobilisation. On fait la rééducation. On le suit de façon progressive. Il revient. Je dis c'est l'ignorance d'abord. Mais ailleurs, les gens comprennent, mais ils disent que engager encore un kinésithérapeute aux côtés du truc, ça fait dépenser. C'est aussi ça le problème. On va trouver quelqu'un, citoyen lambda, avec une glacière, des poches de glace, et puis c'est bon. C'est la triste réalité. Avant de vous retrouver, oui, et Thierry, vous voulez réagir sur le sujet. Une glacière avec des glaçons, quelques pommades, avec des trucs pas possibles, et ils se disent que voilà, c'est des kinés. Mais le métier demande à ce qu'on soit formé. Absolument, on va justement en parler là-dessus. À ce qu'on ait des notions de base. On ne peut pas se lever comme ça pour se dire que voilà, je suis kiné, mais c'est vraiment dommage. On est à l'image du pays où parfois il faut suivre par cela. On a quand même des personnes qualifiées à l'instar de M. Dani, c'est ça, non? Absolument, oui. Forcément vont essayer quand même de travailler à ce niveau pour que le Togo puisse retrouver des kinés. Parce que quand on prend le sport togolais, c'est dans toutes les disciplines possibles. Mais on a l'impression que c'est seulement en football qu'on a besoin des kinés. Non, pas du tout. Tous les athlètes ont besoin des kinés qui sont à leur chevet. Même le boxeur, le spécialiste de l'athlétisme, tout ce que vous voulez, même le rugbyman a besoin d'un kiné. Pour parler justement
de cette formation-là pour devenir expert? On parle bien sûr de votre formation au niveau de la FIFA. Aujourd'hui, vous êtes le kinésie principal, hein, sinon le kiné principal de l'équipe nationale des moins de 20 ans du Togo. Il y a un parcours, il y a une formation à suivre. On veut savoir comment tout ça se passe, Tchani. La formation, elle se fait ici au Togo, plus précisément à l'École nationale des officiers médicaux. Nous avons le département de kinésithérapie. Il faut passer le concours, être admis à l'école et sortir avec sa licence professionnelle. Si vous voulez continuer, vous pouvez aller faire le master en kinésithérapie du sport ou en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Et souvent, ça dure combien d'années pour avoir sa licence? La licence, c'est juste 3 ans. 3 ans. 3 ans, on sort kinésithérapeute. Ah oui, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Il ne suffit pas de savoir gérer les entorses et se dire qu'on est kiné. Il faut avoir un diplôme en bonne et due forme. Il faut un diplôme. Si vous avez des ambitions, on parle d'une qualification au niveau de la CAF, de la FIFA. Oui. C'est pas rien. Il faut. Ça veut dire que ce rôle, il est très il faut important. Un cursus donné. Et ils sont plus que des psychologues pour moi. Voilà. Moi, ces kinés sont plus que des psychologues parce qu'ils savent, ils connaissent déjà votre corps, ce qui vous arrive, et partant de là avec les conseils, tout ce qu'il faut pour vous accompagner pour que cette blessure soit finalement guérie. Ils ont quand même cette capacité, cette notion-là. Mais quand vous n'avez pas la formation adéquate proprement dite, ben vous allez traîner, c'est là où vous allez recommander des produits pour l'athlète qui finalement vont pas le soulager. Mais vous le mettez en difficulté. Le plonger. Oui, le plonger et même le club également, où l'association devient un gros souci. La faute à nos clubs, quelque part, oui et non. Parce que ils vont vous parler des moyens financiers. Mais quand on n'a pas les moyens, on peut faire ce qu'on peut en discutant avec le kiné, même s'il n'y a pas grand-chose quand même. Ça, il faut essayer de trouver il y a cette forme de négociation. Angelo, vous n'allez pas aujourd'hui se faire former avec beaucoup plus de sous dépensés. Des millions et sur la payé, table, on vous dit, on va le faire comme ça au début. Prenez 10 000 francs par mois. Il y a quand même l'ambition qui est fixée. Ouais. Les objectifs sont là. On veut devenir quand même un kiné de renom. De renom et gagner bien sa vie. Commencer comme cela, sans rien, c'est pas encourageant. Il faut encourager. Justement, ça nous pousse à parler des difficultés du métier, parce qu'il y a des fois où vous êtes bien diplômé, hein, vous avez tout ce qu'il y a, mais un patron de club, un président de club ou bien d'une association ou un athlète vous engage, mais malheureusement, ce qu'il vous donne à la fin du mois ou chaque fin de semaine ne répond pas forcément à tout ça. Les difficultés justement sur, par exemple, ce cas précis-là, comment vous arrivez à gérer? Les difficultés, en fait, c'est un grand défi là-bas à relever. Oui. Ah, oui. Mais nous sommes retrouvés en association dénommée Akisto, association des kinésithérapeutes du sport au Togo, dont je suis le secrétaire général. D'accord. Et nous parlons entre nous, et nous disons que les collègues soient flexibles, qui ne soient pas trop exigeants. C'est notre profession qui fait truc. Si nous laissons la main, les gens vont, si nous laissons, il y a des gens qui vont venir occuper. Et ils vont faire du n'importe quoi. On les appellera toujours des kinésithérapeutes parce qu'on les verra avec des glacières, des poches de gaz, les poches de glace et les bombes à froid dans la main. On va toujours les appeler kinésithérapeutes. Mais pourtant, ils ne sont pas kinésithérapeutes. Donc, c'est nous qui allons faire valoir notre profession. Donc, qu'on soit quand même flexible dans les négociations. D'accord. Et compatir également aux dépenses que les responsables des clubs font face. Donc, c'est ce qui peut nous permettre de gagner le terrain et travailler de façon efficace et efficiente pour faire valoir notre profession au sein des associations sportives et des clubs. Non, je retire mes mots. Oui, mais il a tout dit, non? Je pense que... c'est la passion après. Oui, non, j'estime, au-delà du sacrifice financier qu'ils font, pour eux également, les athlètes sont au cœur du métier, c'est-à-dire que vous développez également une relation de confiance entre l'athlète et vous, le kiné. Vous discutez à bâton rompu très souvent. Nous discutons. Parce que nous discutons beaucoup. Venez.
En disant la vérité. Si, nous, venez. Là, on va vous faire, parce que nous allons vous donner nos services et ça vous permettra de faire la différence entre un kinésithérapeute formé et un pseudo-kinésithérapeute. Nous avons fait des notes envoyées à certains clubs D'accord. en donnant certaines références Oui. pour demander aux joueurs de venir. Mais un kinésithérapeute, un joueur qui vient, un joueur de première division, qui vient, on lui dit, vous savez, venez, vous allez faire 2 séances de massage pour faire massage d'entretien. 2 séances et à la fin du mois, vous allez donner un taux forfaitaire de 20 000 francs. Les joueurs, ils parlent, ils ne reviennent plus. Il trouve que c'est trop beaucoup. C'est trop beaucoup. Mais lui, il faut lui mettre sur la table de consultation, faire juste une palpation pour voir la tension musculaire qu'il traîne. Et avec cette tension musculaire, c'est qu'il est complètement exposé à quoi? À la déchirure. Et une déchirure, c'est que ça fait plus d'1 mois d'exclusion sur le terrain. Mais ça, les joueurs, eux, d'abord, ce que je disais, les athlètes eux-mêmes ne sont pas conscients. Voilà. Ça aussi, c'est un autre défi. C'est un autre défi à relever. Gianni, on va continuer cette discussion avec vous pour parler de l'impact du kiné dans la carrière de l'athlète. Il y a également un aspect qui revient très souvent, c'est que les athlètes étant blessés n'aiment pas se reposer pour revenir au meilleur moment et devenir beaucoup plus efficient. Qu'est-ce à dire là-dessus? Parce que je vous ai vu tout à l'heure soupirer, parce qu'il y a des fois des athlètes qui vous tiennent tête, qui sont pressés de revenir rapidement sur le terrain alors que vous leur avez demandé d'être au repos et tout doucement tout rentrera dans l'ordre. Oui. Par rapport à ça, il faut dire que je vais répondre, pas pour ça, je vais répondre là sur des volets. Sur les volets techniques et bon, sur les volets techniques, je dirais que il nous manque aussi des moyens techniques pour la prise en charge efficace. Au Togo, nous sommes beaucoup plus manuels. D'accord. Parce qu'il y a des appareils Oui. que lorsque les kinésithérapeutes les utilisent, en 1-2 semaines ou plus 2 semaines, si c'est une déchirure par exemple, eh bien une tendinopathie qui met hors du terrain un athlète, avec ces appareils, les ondes de choc par exemple, avec ça, l'athlète peut revenir 1 ou 2 semaines après sur le terrain, que ça permet la reconstruction rapide des cellules pour que celles-ci reviennent sur le terrain. Il aurait appris que quelqu'un avec la même pathologie, la même blessure, quelqu'un revient sur le terrain 2 semaines après. Mais vous n'avez pas les moyens, le kinésithérapeute ne dispose pas de ces moyens pour. Mais il le fait de façon manuelle. Mais ça va aussi prendre le temps Voilà. pour qu'il revienne. Oui. Ça, il y a cet aspect. D'accord. Il y a cet aspect. Il y a aussi l'athlète lui-même qui n'a pas, moi je dirais, un plan de carrière D'accord. pour lui. D'accord. Ah oui. Puisque Intéressant. c'est que il n'a pas un plan de carrière pour lui, puisque vous allez lui dire, vous savez, voici ce que vous avez. Théoriquement, il vous faut tel nombre de jours. Mais je vous donne les consignes. Voici, je vous donne telle consigne, je vous donne telle consigne. Il faut les respecter afin que vous ne puissiez pas dépasser cette période-là. Là, théoriquement, je sais que vous allez revenir. Mais il va vous dire que moi, je ne peux pas rester 2-3 jours sans courir. Je ne peux pas rester 2-3 jours sans jouer. Mais à cette personne, à cet athlète, qu'est-ce que vous allez lui faire? C'est ça, c'est ce qui est en train de la récidive de leur blessure. Et il n'arrive pas à aller loin. Et il n'arrive pas à aller loin. Oui, la triste réalité aujourd'hui, quand on prend nos athlètes, nos joueurs au Togo, c'est tout le temps des blessures et ils ne sont pas bien suivis. Et ils veulent forcément jouer ou être sur le terrain. Quand on est blessé, j'ai eu à qualifier tout à l'heure ces kinés de psychologues. On peut vous recommander telle nourriture pour que vous puissiez vite récupérer. Récupérer, oui. Donc, c'est d'abord un travail qui doit se faire au niveau des clubs.
qui affiche ses ambitions. Là, on parle du professionnalisme. C'est pas seulement en football, c'est dans tous les sports. Oui. Si nous voulons vraiment retrouver ce niveau très très haut, cet aspect de kinésithérapie également est très important. prépondérant. Chaque club doit en avoir. Ça, c'est obligatoire. C'est une obligation. Obligatoire, oui. C'est une obligation. Absolument. Parce que vous n'allez pas avoir tous les joueurs qui sont blessés à tout temps, les dire que voilà, restez à la maison, allez prendre tel produit. Non. Il y a quand même des spécialistes en la matière qui peuvent les accompagner pour qu'ils reviennent vite pour aider l'équipe à gagner. Absolument. C'est important. Donc, vous le dites si bien. Il faut voir ce côté. Alors, Tchani, concernant toujours ce travail que vous faites au niveau justement des athlètes, visiblement, ça quoi? Ça reste une vocation pour vous sur le plan personnel? C'est une vocation? Personnellement, c'est une vocation parce que j'ai longtemps fait le sport. J'ai commencé avec l'athlétisme. J'ai été arbitre de football, longtemps arbitre de football. Et je suis devenu kinésithérapeute et j'ai opté le volet sport pour continuer. Aujourd'hui, c'est une vocation. Le métier nourrit son homme? Si. Ça va. Ça va. Merci. Il n'a pas appuyé là-dessus. Non. Ça va. Il dit ça va. Ça va. Il dit ça va. Vous restez avec nous. On va terminer ce magazine ou cette émission avec le football, la Coupe de l'Indépendance. La finale a lieu cet après-midi entre l'ASK et Gbolo-Issou. Et Tchavi, c'est une finale inédite, tout bien pour vous. Bon, c'est bien normal de voir les deux clubs en finale. Oui, c'est normal. On parle d'une compétition qui est la Coupe de l'Indépendance. Donc, c'est les meilleurs ou bien les méritants qui se retrouvent en finale. Donc, une finale, comme on aime l'habitude de le dire, ça se gagne. Avec l'ASK, c'est déjà... Qui a battu, écarté Asco en demi-finale. Asco, qui, forcément, sur le passage... Bon, ils ont levé le pied? Bien sûr que oui. Ah, d'accord. C'est une équipe d'ASK qui, pour moi, est taillée pour ces rendez-vous. D'accord. Maintenant, est-ce que Gbolo-Issou, les requins, Aroué d'abord? Oui, Aroué d'abord. Ils sont proches, ils feront forcément le déplacement. Le déplacement, oui. Je crois que c'est l'occasion jamais de rentrer dans l'histoire avec un trophée pour Wadjalantam et les requins. S'ils veulent bien sûr battre cette équipe qui est champion, équipe championne en titre. Ils ont déjà gagné 3 fois de suite. Ils sont en route vers le 4e. Voilà, l'AS Gbolo-Issou a des joueurs pour. Quand je prends Ataba Mayim, Amatutui, Etri, Foué et j'en passe, c'est des joueurs qui ont aujourd'hui soif de gagner un trophée parce que quand vous êtes un joueur, il faut également du palmarès. On ne retiendra pas seulement vous avez joué une finale, est-ce que vous l'avez gagné, ça compte énormément. Donc, ça sera l'ambition au niveau de ces deux équipes, mais la réalité va se retrouver sur la pelouse et vivement que la meilleure équipe gagne parce qu'on retiendra juste la Coupe de l'Indépendance du Togo. Et quand on parle de l'Indépendance du Togo, c'est beaucoup de choses. On peut parler de l'autre demi où Gbolo-Issou a mis sous éteignoir Gomido. Là aussi, c'était au tir au but. Oui, au tir au but, ou même si au temps réglementaire, il y a eu quand même quelques détails sur ce match avec des buts refusés. Il y a Balo Dossé qui a fustigé le sifflet. Accusé d'avoir donné la victoire à l'équipe de Gbolo-Issou, mais ça s'est joué dans les séances de tir au but où personne ne va encore 8-7, 8-7, c'était serré. C'est très âprement disputé. Donc, sur ce côté, on ne va pas trop rentrer dans les détails. On se dit que voilà, c'est... Mais quand c'est pas bien, il faut le dénoncer. Oui, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est nécessaire parce qu'on a d'autres essayants devant? Ou quand ça tombe, il faut penser au prochain tour pour pouvoir se relever. Donc, pourquoi pas la Coupe de l'Indépendance du Togo, c'est toutes les années. Donc, on va retrouver forcément Gomido sur le premier plan. On oublie ce qui s'est passé. Oui, on oublie ce qui s'est passé et on fait face au présent. Sinon, à l'avenir, la finale a lieu tout à l'heure à partir de 16h, temps universel. Ce sera au stade de Kégué. Faites le déplacement. On rappelle que l'entrée libre et gratuite, c'est la décision de la Fédération togolaise de football et du ministère des Sports pour permettre aux citoyens togolais de se déplacer et de pouvoir vivre la Coupe du 27 avril dans cette ferveur. Tchani, merci beaucoup d'être passé. On aura encore d'autres sujets pour vous avoir en plateau et comprendre beaucoup plus le monde de la médecine sportive. Merci beaucoup d'être passé. Merci. Merci également, Etchebi. Oui, nous aussi, on a besoin de kinés. Absolument. Au niveau de la voix. Au niveau de la voix. Voilà qui est dit. Ça finit dans la bonne humeur pour ce numéro de Club Sport Santé. Merci en tout cas de votre fidèle attention. Et comme toujours, faites toujours
une activité sportive pour rester en forme. Mangez moins gras, moins salé, moins épicé et tout ce que vous voulez. On se dit à très très bientôt, à mercredi, si tout va bien. Ciao, ciao.